Deux questions sur l'esclavage. D'accord. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le vendredi 17 mai et le mois de mai, c'est le mois de mémoire, vous le savez. Alors, nos invités aujourd'hui sont intéressants. Oui, ils le sont toujours, mais celui-là encore plus. Eliane Cancel, metteuse en scène. Bonjour. Oui. Gérard Christon, auteur d'une pièce dont on va parler tout à l'heure, bien sûr. Fouad Plumet, fondateur du groupe Ézéchiel 37, ils sont en spectacle cette semaine. Marilène Ferdi, directrice opérationnelle du campus Luminance, sera aussi avec nous. Et on sera en direct de Côte d'Ivoire avec Manik Siaotiteka, puisqu'elle tient là-bas au Festival du Livre qui se passe en ce moment même à Dakar et sera avec nous. L'information, bien sûr, ce sera Iman, mais je rappelle que nous avons aujourd'hui des passes de 3 jours pour Terre de Blues. Vous faites le numéro de téléphone que vous connaissez pour gagner. Il y en a au moins 2. Oui, il y en a 2. Alors, 3 jours, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Si vous voulez aller à la Terre de Blues, c'est le moment pour y aller. Et donc, vous faites le numéro de téléphone. Je vous l'offre aujourd'hui. Bon, bonjour Iman. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. L'actualité, c'est toi. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler des fortes chaleurs et on va faire un petit point justement avec la météo. Ce sera l'occasion de faire une interview de Météo Guadeloupe. On fera aussi un point sur les réactions syndicats essence concernant les NAO qui ont débuté et donc savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à ces négociations. Il sera aussi question de la fermeture de l'école Joseph Théodore, donc aux Abîmes, suite aux violences d'un élève. Une rencontre est prévue dans la journée avec l'inspection du travail pour trouver des solutions. Et on fera aussi un petit point concernant les travaux d'amélioration du réseau d'eau sur la commune de Baïf et Saint-Claude avec la région. Voilà pour les titres. Et j'ajoute que hier, la fabrique de Lena Blue a été labellisée. J'y étais. Il y aura aussi un reportage là-dessus. C'est preuve que Lena Blue fait un très bon travail, puisque la DAC était là, il m'a dit que vraiment c'est très satisfait. Bon, mais voilà. On va commencer par nos invités par rapport au dernier festin des émigrés. Je vais parler de l'auteur Gérard Christon et de la metteuse en scène, Madame Cancel Arnel. Bonjour. Arnel Cancel. Bon. Bonjour. Bien. Alors, le dernier festin des émigrés ou les reliefs du triangle. Alors, pourquoi les reliefs du triangle? Les reliefs, c'est quoi? C'est les restes. Les restes, oui. Voilà. Oui. Tout simplement. Oui. Et du triangle, c'est pas la peine de définir le fameux triangle, bien sûr, de l'esclavage, mais de l'époque. Alors, Madame Cancel, vous êtes une metteuse en scène régulière maintenant, parce que vous êtes souvent sur le devant de l'actualité. Il y a eu la période avec Géotier Archimède. C'est fini la tournée ou bien encore? Non, pas du tout. La tournée ne fait que commencer. Nous attendons des réponses, surtout pour l'Hexagone, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une rue qui porte son nom dans le 12e arrondissement. Et on ne connaît pas son histoire, son combat pour devenir Géotier Archimède. Bon, alors donc il faudra y aller. Alors, le dernier festin, comment ça s'est passé pour le travail de mise en scène, de choix des comédiens, le casting, comment on dit? Eh bien, tout d'abord, je dois dire, quand j'ai eu en main cette pièce de Gérard Christon qui parlait de l'esclavage autrement, avec une volonté de vivre ensemble, de réconciliation, donc j'ai été séduite, j'ai dit tiens, on parlera autrement. Bien sûr, il y a les faits historiques. D'ailleurs, dans la pièce, ils sont présents. On ne peut pas faire l'impasse de tous les sévices de l'époque. Le code noir, la traite négrière en elle-même, le viol sous les bateaux, etc. Mais la pièce en elle-même véhicule un message, un réel message de paix et de réconciliation. Alors, j'ai été séduite par cette pièce. J'ai donc réuni mon petit monde, c'est-à-dire des élèves que je forme et donc des comédiens semi-professionnels et qui assurent, n'est-ce pas, vous avez pu voir ça déjà avec Géotier Archimède, ce sont d'autres comédiens. C'est de nouveau. Oui, d'autres comédiens. J'ai un bon vivier. Et là, je peux donner leur nom tout de suite. Il s'agit de Biarik Charlie, Christian Cole, Katia Kouchi, Mathieu Gégou Morgane, Pierre-Jean Fléchaud Didier, Louisette Saint-Fort, Régine Vincent. Et comme musiciens, nous avons les frères Bigorre, Patrice et Joseph, et des techniciens tels que Gabriel Mugerin et Michael Soliman. Voilà, donc avec cette équipe, nous avons mis en scène la pièce que nous avons d'ailleurs présentée au festival de Cap Excellence il y a déjà une quinzaine de jours. Et cette pièce a reçu vraiment un très bon accueil parce que
Gérard Christon dira de quoi parle cette pièce, mais je dis tout de suite, on reproche à nos jeunes de ne pas connaître leur histoire. Et si notre société a tant de troubles actuellement qui, disons, affectent notre société, c'est parce que ces jeunes ne connaissent pas leur histoire. Ils ne savent pas le prix de la liberté, ce que nos ancêtres réduits en esclavage ont dû subir pour que nous soyons libres maintenant. Donc, s'ils le savaient, ils auraient lutté à leur tour, honnêtement, pour une vie meilleure. Donc, ces jeunes, je dis ça parce que souvent les parents, ils entendent parler de pièces parlant de l'esclavage, mais il faut parler de la réalité, il y a eu des sévices. Mais nous devons voir les choses autrement et aller vers une réconciliation, aller vers... Puisque ceux qui nous ont réduits en esclavage, leurs descendants ne sont pas vraiment responsables. Donc il faut aller de l'avant. Et la pièce de Gérard Christon va dans ce sens. Et c'est pour ça que je l'ai mise en scène. Alors, Gérard Christon, cette pièce, vous l'avez écrite un petit peu, enfin, d'après ce que je comprends dans le synopsis, c'est pratiquement presque quelques mois avant l'abolition. Nous sommes en 1847, en décembre exactement. Oui. Alors pourquoi avoir choisi cette date particulièrement? Tout simplement parce que je me suis toujours dit, et je le répétais souvent à mes frères, il n'est pas possible que ces gens qui dépendaient des colons blancs ne se soient jamais concertés pour sortir de là. D'accord. Car ils s'exprimaient, ils avaient tous leur langage, mais ils communiquaient entre eux. Les Noirs, les Nègres et les Indiens, ils habitaient au même endroit. Et ensuite, ils n'étaient pas tous des bornés, des imbéciles. Ils n'étaient pas cultivés, mais ils avaient une intelligence, une sensibilité. Donc, ils se sont concertés pour se tirer d'affaire. Parce qu'ils savaient que l'abolition arrivait. Mais oui, ils ont... Est-ce qu'ils avaient déjà l'information? Je me suis pas soucié de ça. Oui, je crois que quelques mois avant, l'information avait circulé quand même. La pièce commence avec l'information. Voilà. Mais si tu veux, quelque part, ce qui m'intéressait, c'est de se dire que ces gens-là, ils se sont parlé, ils ont échangé, et puis leur sort n'était pas extraordinaire, donc ils ont échangé pour voir comment ils pouvaient s'en sortir. Alors, comme ça m'est venu comme ça un soir dans la tête. Oui. Et donc, ça explique le titre, le dernier festin des émigrés. À la limite, entre guillemets, on aurait pu mettre le dernier festin des esclaves. Enfin, non, non, tu sais pourquoi? Oui, c'est ça. Les colons aussi sont des émigrés. Merci. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas de fait ici. Mais c'est surtout les colons, voilà. Mais ce que tout le colon, je t'ai subi. Parce que c'était esclave assez... Planteur-là. Tout à fait. Esclaves assez grands, des caves en France là, des grands sucriers. Tout à fait. Non. Ces gens-là étaient peut-être au fond d'eux-mêmes des révoltés. Oui. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, il y a une femme à Saint-Claude qui a libéré tout ce qu'elle avait comme esclaves et hommes de couleur qui travaillaient pour elle, et elle leur a laissé son domaine. Je cherche le nom de cette femme, ça ne fait pas tout le temps. Mais non, et puis, de toute manière, à cette époque-là, bon, on parlait des gens soumis en esclavage, mais les maîtres et les colons, on savait que les maisons n'avaient pas de porte. Hein. Donc les maîtres et les colons circulaient dans les maisons. Et oui, qui n'étaient pas la leur. Qui n'étaient pas la leur. Et on sait bien que, je disais ça l'autre jour à un béquet que je rencontrais, je disais, est-ce que ça sous pas dans cette nègre? Mais tu sais que c'est très fréquent. De siècle en siècle. C'est-à-dire que le maître qui a un enfant avec une femme soumise en esclavage, l'enfant est métis. Voilà. Mais si l'enfant pas obligatoirement métis, revient avec quelqu'un de blanc, ben, les enfants reparaissent blancs, etc. Mais sans nègre, la caractéristique continue à couler. L'ADN, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Alors donc, mais c'est quand même une fiction, Gérard. Bien sûr. Oui. Mais tu sais, j'ai été poète d'abord, j'ai beaucoup écrit la poésie. Et là, ça m'a pris comme ça un jour. Oui. Et je me suis mis à écrire cette pièce. Mais au départ, si tu veux, je ne savais pas comment les faire communiquer. Oui. Quand je me dis c'est délicat quand même, de quoi ils vont parler, sinon de leur misère, de tout. Mais c'est pas du tout le cas. Oui. C'est pas du tout le cas. Pour la mise en scène, ça a été compliqué? Oui, mais avant de parler de mise en scène, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, l'ADN n'a qu'à rester. Oui. Mais ils ont fait une expérience en des gènes entre guillemets de toute race, et ils ont trouvé ADN nègre dans tout. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Bien sûr. D'accord. Bon, alors, est-ce que ça a été facile? Oui, parce que mon équipe me fait confiance. Et ce sont des semi-professionnels qui sortent du travail, qui viennent répéter assez tardivement. Et je profite de l'occasion pour remercier
monsieur et madame Ferrus de Contacaz, parce que c'est l'espace où je répète. Régulièrement. Je peux en disposer. Vraiment, je les remercie beaucoup. Ce sont des gens qui font pour la culture. En plus, ce sont des mécènes, pour ainsi dire. En tout cas, oui, parce que ces gens me font confiance. Les textes étaient appris. Et en plus, il faut dire que je pensais jour et nuit comment mettre en valeur cette pièce de Gérard Christon. Il est vrai que c'est une adaptation. Donc la pièce est là. Mais il a fallu expliquer, parce qu'on parle de Code Noir, un monde qui parle d'histoire en nous, même les jeunes ne connaissent pas l'histoire de leur histoire. Il y avait un très bon documentaire hier, voilà, mais ils n'ont pas regardé ça. Donc le théâtre, c'est un spectacle vivant. Le spectateur est aussi acteur, c'est un peu de cathartique. Enfin, il se retrouve. Hein. Alors, quand on montre le Code Noir, c'est l'abomination du Code Noir. Hein. Ensuite, les méfaits, la vente des esclaves, le viol sur les bateaux, les sévices, tout ça pour faire comprendre. Parce que quelqu'un qui ne serait pas de la Guadeloupe, enfin des Antilles, qui ne connaît pas notre histoire, parce que notre histoire, il ne faut pas oublier qu'on a longtemps occulté. Hein? Toi et moi, Gérard, hein, pas madame peut-être, mais qu'est-ce qu'on nous contait, qu'est-ce qu'on nous racontait, l'histoire de les Gaulois, mais aussi Vergingétorix et Napoléon, qui a tellement fait alors qu'il a rétabli l'esclavage. Donc les jeunes doivent connaître leur histoire. Donc à travers la pièce de Gérard, tout est dit. Et il ne vous a pas dit le festin, mais avec qui, la fin. Il y a vraiment l'accueil de certaines personnes, Gérard. Il faut le dire, ça. Toutes les composantes de la communauté actuelle. Beaucoup, je n'aime pas parler beaucoup. Mais vas-y. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a l'arrivée d'une Indienne, c'est-à-dire vraiment une représentante de l'Inde, qui vient leur annoncer que chez elle, ça n'existe pas. D'accord. Les engagés veulent travailler, d'accord, mais ce ne seront pas des esclaves. Et l'autre point important, d'ailleurs, avec la mort de Kailash, j'ai appris tellement de choses, les engagés indiens étaient je ne sais pas, pour des protégés de leur pays. Ils pouvaient quitter l'endroit où ils ont débarqué pour travailler et revenir dans leur pays, mais pris en charge totalement. Hein. Toute leur famille. Mais quand j'ai appris ça, monsieur, finalement, on a bien vu. Et l'Indienne qui arrive vient leur apporter par la bonne nouvelle, mais vient les encourager à communiquer, à travailler pour s'en sortir et se libérer le plus tôt possible. Tu vois, c'est un message pour démontrer que noir, blanc, indien, nègre, par l'État. C'est l'humain. C'est l'humain. Et quand ils se mettent d'accord, ils réussissent. Tout à fait. C'est ça que j'ai voulu écrire. Si ce message pouvait passer... c'est ça. Le vivre ensemble. C'est mon message. Hein. Oui. J'ai dit, mais pourquoi D'ailleurs, c'est simple. Je dis tout le temps, en Guadeloupe, il n'y a pas de guerre d'ethnie, de communauté comme ça existe ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Ça n'existe pas ici, ça n'a jamais existé. Ouais. Tout le monde a dit, on goûte à on note. Voilà. Comme disent mes frères, mais toute famille peut-être sans ça, ou d'autres famille. Absolument, non, mais c'est vrai, vrai. Mais regarde un peu comment, lorsque les esclaves nègres ont quitté les terres, qui a récupéré les terres? Oui. Les Indiens, qui n'étaient rien au départ, qui n'avaient aucun droit là-dessus, ils débarquaient après. Ils étaient sur place comme au moment de la vente, oui, bon, alors, j'aimerais quand même quelques petites précisions pour nous, les gens qui vont voir la pièce. Alors, qui est Malouba et qui est Mikondo? Tu as écrit, mais je te dis, ce sont des noms, mon frère m'a dit, oh là, on pense ces noms-là, ça. Je les ai créés. Oui. Ah, d'accord. Je les ai créés, ces noms-là. Oui. Tu as dit... Vander Puzen, Malouba, Mikondo. Voilà. Vander Puzen, parce que j'ai fait mes études en Alsace, alors tu comprends bien, oui. C'est colon. Bon, Mikondo, c'est l'esclave cultivé, qui s'est cultivé, qui a appris des choses, qui sait vivre, qui a appris à lire. Le nègre pièce d'Inde. Ah oui, ça, il s'est débrouillé pour tout cela. Oui. Et c'est le meneur. Tout à fait. Et puis Malouba, je crois que c'est la mulâtresse. Oui, c'est un peu, elle remet tout le monde, voilà. C'est celle qui croit que parce qu'elle est plus claire, elle peut dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Eliane, je suis obligé de vous poser la question quand même. Oui. Combien de pièces vous avez mises en scène? Sans compter, enfin, pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Oui. Peut-être une vingtaine, peut-être plus, je ne sais pas. Déjà. Mais je dois dire, avant de mettre en scène, j'ai été comédienne de la troupe Parole avec Soubarou, avec Harry Cancel, qu'on ne présente plus. Oui, bien sûr. On a beaucoup joué, on a fait des festags, on en est parti, on a joué à Beaubourg. Ah, voilà, c'est déjà mon passé de comédienne, plus de 40 ans de théâtre.
Et metteur en scène, bon, au niveau de, comme j'ai 2 casquettes, enseignante et professionnelle de théâtre, surtout maintenant, ben, j'ai beaucoup œuvré, j'ai formé aussi à l'UFM, j'ai formé des profs, j'ai fait des stages. Jusqu'à maintenant, je travaille dans les écoles, je réponds aux sollicitations. Mais des pièces, oui, j'en ai mis en scène pas mal. Mais le gouverneur de la Rosée, Gertie Archimède, l'avant-dernière. Comme comédienne aussi à Gertie. Ah ben, je suis Gertie, mûre, quand elle devient avocate et parlementaire. Je tiens ce rôle avec fierté. Mais il y a une comédienne plus jeune qui tient le rôle de Gertie plus jeune, où on parle de son combat face à son père dans cette société patriarcale. Mais ça, c'était Gertie. Aujourd'hui, nous parlons du dernier festin des émigrés de Gérard Christon. Alors on en verra quand cette pièce? On l'a vu à Cap Excellence, mais oui. La pièce est passée dans le festival. Eddie Compère, qui connaît le travail que je fais, nous a fait confiance. Et aussi l'auteur qui a produit une très belle pièce. Donc nous sommes passés avec succès. Vraiment, les gens aimé parce que ça parle de notre histoire. Moi, je fais un appel aux parents. Nos enfants ont besoin de connaître notre histoire. Et c'est à travers le théâtre, des spectacles vivants, ça se fait plus facilement puisqu'ils viennent, ils sont là, ils vivent, ils sont sur scène. Et pour eux, ils comprennent mieux les enjeux. Donc, la question était... quand est-ce qu'on verra ça? Alors, ce samedi 18 mai... Oui. À l'auditorium Jérôme Cléry à Basse-Terre, à 20h. À Basse-Terre. Mais Basse-Terre, le fort, je pense. Où est-ce que on pense à Delgrès avec son cri « Vivre libre ou mourir ». Basse-Terre, c'est une vie d'histoire. Donc, les parents de Basse-Terre, emmenez vos enfants voir cette pièce. Le dernier festin des émigrés de Gérard Christon, cette pièce, vraiment, il y a l'actualité, il y a les faits historiques. Tout à fait. Mais aussi... il y a ce désir de vivre ensemble, communiquer aux jeunes, ce désir de réconciliation. C'est important. Donc, je rappelle, demain, 18 mai, à l'auditorium, ne devons pas passer par l'archipel, l'auditorium Jérôme Cléry, à Basse-Terre, à 20h. Les seniors, les jeunes, il y a un prix senior jeune, un prix pour le tout public. Vraiment. Et puis, il y a 2 places à gagner. Oui, justement. Alors, si vous voulez gagner 2 places, les Mounbassés qui regardent nous, si vous voulez avoir la pièce demain, 96 10 10, vous appelez tout de suite, vous laissez votre nom et votre numéro, et vous pouvez récupérer il y a 2 questions. Hein. Je laisse l'honneur à Gérard. Première question, Gérard. Quelle question on peut poser un peu sur... Pas trop compliqué. Je ne suis pas compliqué. La date de l'abolition, par exemple. Non, trop facile. Trop facile, c'est là. Trop facile. Les jeunes... Méfie-toi, alors, si on demande la date de la première abolition. Alors, là, tu comprends. La première abolition, voilà. Ça, c'est autre chose. Avant que Napoléon rétablisse en 1802. Même à des adultes, tu pourrais poser la question. Moi, j'ai la réponse, et toi, tu vas la voir aussi. Bien sûr, alors, date de la première abolition ou la deuxième? De la deuxième. De la deuxième, alors date de la deuxième abolition. Alors, date précise ou bien simplement l'année ou bien le mois et l'année? Le jour, le mois, l'année. Parce qu'ils doivent savoir ça. Alors, 96 10 10, Bastérien ou de la région, si vous savez la date de la première, de la deuxième abolition, date précise, c'est facile à trouver ça. Normalement, les professeurs vous apprennent ça. Et quel est le titre précis de la pièce? Le titre précis de la pièce. On l'a dit plusieurs fois déjà. Et ne l'affiche pas. Oui, alors on enlève l'affiche rapidement. Oui. Alors, un dernier mot, Eliane. Hier, quand le directeur de la DAC a, j'ai envie de dire, intronisé, entre guillemets, l'ENA, je disais que c'est la première fois que ça se fait pour toutes les Antilles guyanes, qu'on labellise un lieu qui fait de la formation, etc., et que ça ouvre de grandes perspectives pour l'ENA. Et je disais, est-ce que... comme on dit dans les tuyaux, il y a autre chose. Alors, en matière, oui, on a déjà des appels. En matière de théâtre, peut-être je ne sais pas.
Peut-être qu'un jour, il y a dit qu'Eliane... Je ne sais pas, je ne recherche 40 pas. pièces quand même, 40 ans de théâtre. Je ne recherche pas ça, non, dans toute humilité, non, pas du tout. Mais plutôt à transmettre. C'est pour la transmission. Mais ce que Léna va faire, c'est la transmission maintenant. Oui, mais Léna le mérite bien. Je l'ai connue enfant, parce que je suis l'une des premières danseuses de Jacqueline Cash-Milton. Oui. Je l'ai connue, elle avait à peine 14 ans. Et puis Jacqueline a su la pousser. Maintenant, c'est une dame qui a quand on parle d'elle, au-delà de nos frontières, avec Bugidi, et puis, non, c'est extraordinaire. Elle le mérite bien. En tout cas, non, ce n'est pas mon objectif premier. Ça a dit quoi si on va aller au dit non. Non, je ne dirais pas non, mais non, je dirais pas non, il faut être honnête. Oui. Mais c'est d'abord la transmission. Mais c'est nécessaire, non, mais dans tous les domaines. Savoir qu'il y a un théâtre guadeloupéen, multiple. Il y a la danse, il y a le théâtre, il y a la musique. On a au moins trois niveaux qui sont intéressants. La danse, musique, théâtre. Un peuple de talentueux, tout simplement. Oui. Bien, merci en tout cas. Oui, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Ce n'est pas la seule et première pièce que j'écris. Ah non, mais j'ai vu dans la biographie. Alors, oui, Manuel Délivrance. Oui. Alors, pour la... Il y a même un livre que je n'ai pas, par contre, je ne connais pas, Le Carnaval des Mamblots, mais enfin, il faudra qu'on en parle. Oui, non, mais ça, c'est... Il faut l'acheter pour le lire. Oui, absolument, il faudrait lire ça. Et puis, il y a une radio bien connue ici, qui se croit très, très connue. Il m'appelle un jour à la maison de mon jardin. Ils ont eu connaissance du roman qui est sorti à l'Harmattan. Oui. Et ils me demandent au téléphone, est-ce qu'on peut avoir un entretien? J'aurais posé une seule question. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous avez lu le roman? Au moins si vous l'avez lu, on peut discuter. Sinon, au revoir. Depuis, je n'existe plus pour eux. Mais on a raison, parce que je dis souvent aux auteurs qui ont des bouquins, je ne peux pas vous recevoir si je n'ai pas lu votre bouquin. Tu vois, alors à cette occasion, le livre de Gérard, il est en vente. C'est une pièce de théâtre, donc les écoles peuvent l'utiliser. Oui. Voilà, parce que vraiment, c'est une belle œuvre. Et à chaque séance, il y a une vente qui est organisée. Alors, Yann, on a déjà un gagnant non, pas encore? Ah, c'était pas la bonne réponse. Bon, alors je rappelle donc date précise de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Nous sommes dans la période de mai. Ça devrait donner quelques indications. Et si vous avez trouvé, vous avez droit à 2 invitations pour la pièce Le dernier festin des émigrés. Bon, voilà. En tout cas, il faut rappeler la date. Demain, samedi 18 mai, à l'auditorium de Basse-Terre, à 20h. Les seniors, les jeunes, il y a un prix spécial pour eux. Puis voilà, emmenez vos enfants, vos jeunes. C'est une pièce à voir. Une dernière chose, il y a déjà quelque chose dans les tuyaux? Oui, mais je ne vais pas en parler là maintenant. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, il est exactement 12h55, on attend pour un premier titre de l'actu avec Iman News. Oui, on va parler des fortes chaleurs actuelles où tout le monde se plaint justement de trop de soleil, trop de chaleur. On va faire un petit point météo pour savoir à quoi s'attendre, notamment pour ce week-end. Terre de Bûche, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller sur Marie-Galante. On voit un reportage de Max Morel. On peut le constater, comparé en climatologie avec les années précédentes. Si on remonte 30 ans en arrière, on remarque que les 15 premiers jours de mai ici de 2024 sont en anomalie de température très nette. La précédente année où nous avions une anomalie un peu similaire, bien qu'un peu inférieure à cette année, c'était 2001. Donc vous voyez que sur 30 ans, on est dans une anomalie très forte, c'est-à-dire des valeurs supérieures à la normale de plus d'1 degré par rapport aux températures habituelles. On est dans une situation, on va dire, où la température de la mer est aussi en anomalie. C'est ce qui génère justement ces températures élevées, puisque la température de la mer dans le secteur caribéen, même sur l'ensemble de l'Atlantique tropical globalement, on a des anomalies de température de +1 à +2 degrés sur l'ensemble de cet espace maritime. Donc une température de la mer très chaude pour la saison autour d'une île génère forcément des températures déjà minimales qui vont rester élevées, puisqu'elle refroidit. La température ne refroidit pas suffisamment du fait que la température de la mer est importante. Et les températures maximales qui sont aussi élevées parce qu'on a un fort ensoleillement par moment. C'est un élément, un argument que l'on entend souvent. La mer est chaude, donc on va avoir une saison cyclonique catastrophique.
heureusement, je vais dire que le paramètre température de la mer n'est pas le seul élément qui permet de déterminer si la saison cyclonique sera très active. À ce moment-là, on aurait des cyclones dès le mois de janvier, puisqu'on avait déjà 27 degrés en température de la mer déjà dès le mois de janvier. Actuellement, on a une température de la mer qui est à 29 degrés, c'est-à-dire quasiment 2 degrés au-dessus de la normale. On est en avance, on va dire, en température de la mer comme en température de l'air de près de 2 mois par rapport à une saison habituelle. Donc, comme je le disais, fort heureusement, ce n'est pas le seul paramètre qui va influencer sur l'activité cyclonique. Mais ce que l'on peut dire, c'est que par contre, cette forte température de la mer va générer forcément des situations avec des fortes précipitations durant la saison cyclonique. Donc ça sera peut-être pas un ouragan avec des vents très forts, mais des fortes pluies qui seront le plus probable, en tout cas dans cette saison. Voilà, il est 2h58, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure. Je rappelle donc pour gagner les 2 invitations pour la pièce qui se joue demain à l'auditorium Jérôme Cléry de Bastère en capitale, vous avez la possibilité d'appeler le 96 10 10 et de répondre à la question date de la première abolition. De la deuxième. Même pas la première c'est trop compliqué pour tous. Deuxième abolition de l'esclavage. Et si vous donnez ça, tout de suite vous avez droit à 2 invitations pour demain. Pour les invitations, pour les 3 jours de Terre de Blues, il y a encore 2 invitations, même 3. Alors, Porté-Manèvre, 96 10 10, et vous prenez le bateau ou l'avion et demain vous êtes à Mariana. C'est parti. Tout de suite. Oui. Je voulais juste dire que si tu as l'occasion, je dis que pour les jeunes de la Grande-Terre, cette pièce sera jouée au Ciné-Théâtre du Lamentin le 18 juin. 18 juin, d'accord, je le dirai tout à l'heure. Au Ciné-Théâtre du Lamentin. D'accord. Ciné-Théâtre du Lamentin. Pour les gens de la Grande-Terre. 10h04, on a reçu tout à l'heure Eliane Cancel et Gérard Christon. Alors je rappelle que pour la pièce le dernier festin des immigrés, les 2 tickets que j'ai en main sont pour le spectacle de demain à Bastère, 96 10 10, date de la première abolition, la deuxième abolition de l'esclavage, pas la première, trop compliqué. Bien, alors dans un instant, on va recevoir Fred Plumet, le fondateur du groupe Ezekiel 37. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, puisqu'il y a un spectacle. Et ensuite, Marilène Ferdi, directrice opérationnelle du campus, et moi, terminé avec Manixia. Mais pour l'instant, on revient à l'actu avec Emmanuel. Oui, on va parler des NAO du secteur pétrolier et justement sur les réactions des syndicats. Il n'y a pas encore d'avancée sur ces négociations. On fait le point avec Michel Depape. Eh bien, ça, on y a dit, c'est que tout le monde savait que nous tenions rencontré ni des jours de ça avec le patron des stations-service. Malheureusement, ça n'a pas passé bien, comme nous avons espéré, puisque nous présentons plateforme 9 points. Et en le traitement de salaire là, pas ni grand avancé. On y a timide avancé, mais pas ni grand avancé. Meilleure avancée que nous avons souhaité, c'est 6 salaires de base là. Mais je dois constater que ces messieurs avaient en proposition, sans même que nous ayons discuté effectivement dans le contenu à augmentation salaire de base là. Donc, il faut nos propositions. Proposition n'a pas qu'un sens en nous. Donc, nous demandons à revoir effectivement Basayo de manière à ce qu'il y ait une meilleure proposition. Alors, nous attendons notre proposition puisque nous faisons contre proposition. Donc, nous ne pouvons pas annoncer rien dans l'immédiat. Mais ça qui c'était, c'est que s'il y a dans retour à les gérants, pas ni effectivement satisfaction à la proposition que nous faisons là, parce que nous faisons des propositions, bien évidemment, nous sommes obligés de remettre le couvert parce que nous estimons que depuis effectivement 2018, à Yépabaï, nous en 2024, en pays gens là se répéter ça, si on commande une augmentation, il faut une augmentation conséquente et qui permet de couvrir l'antériorité effectivement et qui a présenté le pouvoir d'achat aux salariés, notamment l'inflation que nous subissons qui a représenté 30%, et nous pas même commander une augmentation qui est au moins aux 3/4 de 30% effectivement de l'inflation. Donc pour moi, la revendication, nos propositions que nous faisons légitimes, il est pour les gérants devoir à eux de répondre bon, nous effectivement à la proposition que nous faisons là. Et puis bon, bien évidemment, là, nous attendons certains petits bruits de couloir, que bon, ben, certains gérants qui disent que nous payons ni rien, nous payons ni ça, mais nous connaissons tout de toute façon, nous payons à charge de revanche à ces propos qu'ils ont énoncés. Mais ça qui c'était, c'est qu'une fois les NAO de branche finis, nous pouvons bien évidemment rencontrer ces gérants-là ça dans le cadre des accords d'entreprise.
Donc des négociations à suivre. Maintenant, on va parler de fermeture de l'école Joseph Théodore des Abîmes suite à la violence auprès d'un élève. Une rencontre est prévue aujourd'hui avec l'inspection du travail pour trouver des solutions. Solène Fèvre nous a fait un petit point sur cet événement. Pourquoi est-ce que l'école est fermée? L'école est fermée parce qu'il y a un élève qui a dysfonctionné, d'accord, qui a invectivé, qui a pris à partie ses pairs, c'est-à-dire des élèves comme lui. Et donc, partant de ça, les enseignants se sentant en insécurité ont décidé de faire un droit d'alerte, c'est-à-dire d'alerter leur hiérarchie pour signaler, pour signifier qu'il y a un problème de sécurité à l'intérieur de l'école et qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler dans ces conditions-là. La goutte d'eau, en fait, qui fait vraiment déborder le vase, c'est une insécurité permanente. Et c'est comme disait Freddy, nous, ce qu'on veut, c'est que les enseignants soient capables d'aller travailler en toute sécurité. Et je pense que c'est aussi ça qu'on aimerait, c'est s'asseoir pour apaiser dans un premier temps, mais aussi trouver des solutions à long terme et pas juste aujourd'hui colmater ce problème, voilà. Mais vraiment trouver une solution pérenne pour que le climat soit apaisé et qu'on vienne travailler dans des conditions optimales. Ce qu'on attend de la réunion, c'est beaucoup d'apaisement. C'est que tout le monde s'assoie autour de la table et qu'on se dise quel protocole qu'on peut mettre en place au sein de l'école pour accueillir ces élèves de la maison de l'enfance, mais l'ensemble des élèves dans de bonnes conditions. Et que lorsqu'un enfant sort du cadre, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, que chacun doit mettre en place pour que la sérénité et la sécurité soient restaurées dans l'école. On veut surtout entendre ce que les différents acteurs ont à dire sur le sujet, qui sont les enseignants qui sont clairement en situation là, la hiérarchie, la maison de l'enfant justement qui connaît un peu plus sur le sujet. Nous, on va d'abord écouter, parler, apaiser et ensuite tenter de trouver justement ces solutions à appliquer. Lorsque l'enfant arrive ici et qu'il franchit le portail de l'école, notre rôle à nous, c'est de l'éduquer, c'est de l'enseigner. Et ça permet donc de rendre hommage à l'ensemble des enseignants de Guadeloupe qui font ce travail. Par contre, on ne peut pas pallier les manques d'éducation, on ne peut pas pallier tous les travers que la société nous offre. Donc oui, l'appel est lancé pour que les parents puissent vraiment prendre conscience que l'enseignant est là pour faire avancer l'enfant, pour lui apporter une éducation. Et que son rôle à lui en tant que parent, c'est de bien dire aux enfants qui vont à l'école, vous êtes là pour apprendre, entendre, travailler. Et ça s'arrête là. Voilà, donc c'est quand même le rôle des familles, hein, on va dire, d'éduquer les enfants, toujours. On va parler maintenant de la région qui a permis de travailler sur l'amélioration du réseau d'eau, justement sur Baïf et Saint-Claude, avec le président de région qui s'est rendu ce jeudi sur les chantiers pour pouvoir faire le point sur l'avancement des travaux. On voit un reportage de Charlie Dagonia. On est sur les travaux qui se déroulent sur la commune de Baïf. Ce sont des travaux qui visent à améliorer la distribution en eau potable en créant des étages de distribution, en réhabilitant le réservoir de Bellevue qui est alimenté par le réservoir de Bovis et en renouvelant des canalisations de distribution. C'est une opération à un peu plus de 2 millions d'euros hors taxe et qui permet de renouveler 2,6 km de réseau d'adduction et de distribution. Nous avons voulu effectivement faire ces visites pour constater un peu l'avancée des travaux. Nous nous sommes engagés à prendre des chantiers pour le compte du SMGAG. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits de ces chantiers qui avancent. Nous sommes à plus de 65% de réalisation sur nos engagements et on espère en fin d'année pouvoir effectivement atteindre les 100%. C'est plus de 62 millions depuis 2022, je crois, que la région a injecté pour pouvoir accompagner les Guadeloupéens et surtout le SMGAG. Et nous allons poursuivre, comme le disait Mme Clissi, qui est notre directrice, à part des travaux sur Petit-Bourg, d'autres travaux sur Baïf et aussi sur Saint-Claude. Alors les travaux dans ce secteur touchent à leur fin. La pose du réseau principal est pour ainsi dire à 90% exécutée. Donc après quoi on va directement faire les essais de pression sur les canalisations pour pouvoir les tester. Une fois que les canalisations sont testées, on va faire la désinfection du réseau et ensuite procéder au basculement et au raccordement de ce dernier. Le tout n'est pas de faire des canalisations, mais il faut savoir un peu est-ce que la ressource est suffisante pour pouvoir alimenter ces canalisations. Et il s'avère que non, tout n'est pas encore, puisqu'on commence en aval, alors quand il faut déjà commencer aussi en amont, régler le problème de toutes les fuites et des canalisations, parce que mon collègue Verger-Després
qui est un ancien de la Régie des eaux, connaît très très bien les captages. Pour l'instant, il n'y a qu'un captage sur lequel on peut compter, c'est le Pelletier. Nous avons des difficultés pour alimenter un certain nombre de territoires, mais tous ces travaux vont nous permettre vraiment de revenir à une situation normale progressivement. Alors en parallèle de ces travaux que mène la région, le département, nous avons aussi nos opérations actives de réparation de fuites, de renouvellement d'un certain nombre d'équipements, de rénovation de pas mal d'ouvrages. Et tout ça aussi, ça va rentrer dans la dynamique d'amélioration en continu des services de l'eau. Voilà, on va parler un petit peu de Ézéchiel 37, dont on n'avait pas entendu parler personnellement depuis pas mal de temps. Fred Plumet est avec nous. Bonjour Fred. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, première chose, des nouvelles de Ézéchiel 37. Depuis quel côté on pas tant de parler des autres, c'est pas encore dit ça? C'est vrai que nous trouvons occasion de voyager. Ouais. Donc nous partis. Ah, nous partis. Nous faisons Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Biarritz, le tour de toutes les grandes villes de France. Et nous avons découvert avec plaisir que le public nous attend chaque année. Oui. Et nous avons déposé nos valises à Lyon. Et c'est là où, aux alentours du mois de juin, nous allons rencontrer 1 millier de personnes, parfois 2000, si on a le temps de rester un peu plus longtemps. Et ces personnes, finalement, nous donnent la joie de poursuivre cette action que nous avons commencée aux Antilles. Mais ça fait combien d'années déjà, Ézéchiel? Ça fait 40 ans. Et c'est ce que nous allons fêter. C'est ça que j'étais en train de me dire. Ça fait un moment de temps. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment qu'on chante. En fait, nous avons dès le début voulu participer à la diversité de l'offre musicale, puisque c'est le pays du zouk. Hein. On a créé une musique qui est maintenant reconnue sur le plan international. Mais on a de la diversité aussi. J'ai un disque d'Ézéchiel. Hein. Non. Si, on y en a Ézéchiel. Ok, oui. Ok. Alors, c'est quoi, vinyle? Je me souviens plus CD. Oui, c'est un CD. CD, ok. Parce qu'en fait, on est là depuis tellement longtemps qu'on a commencé par les cassettes. Je crois que même j'ai le 33 tours. Je crois même que... historique. Ça veut dire que c'est un collecteur maintenant. Ah, exactement. C'est l'objet un peu... Voilà. Aujourd'hui, on est passé du CD à la clé USB. Carrément. Et oui, c'est-à-dire que demain, nous allons présenter notre nouvel album, demain soir, au Palais des Sports du Gosier. Nous présenterons notre nouvel album, mais c'est une clé USB. Parce que, en commençant par les voitures, ils nous ont enlevé la possibilité de lire nos CD dans les embouteillages. Voilà. Donc, c'est ce à quoi nous sommes occupés, c'est-à-dire suivre le rythme du temps, nous adapter formellement, techniquement, mais aussi nous adapter à l'évolution des mentalités. Nous sommes en situation post-Covid et donc les choses reprennent, l'espoir revient, l'envie d'entreprendre aussi, l'envie de se rassembler, de fêter ensemble, de célébrer. Et nous avons pensé que c'était le bon moment de revoir ce public qui a été confiné un temps, qui un temps s'est un peu dispersé. Et suite à l'expérience que nous avons faite à la Martinique le 23 novembre dernier, 2023 donc, nous croyons que nous allons avoir cette même ferveur, cette joie de se retrouver. C'est comme un miracle parce que nous avons perdu beaucoup de nos proches. Et on est un peu des survivants. Alors, quel est le répertoire aujourd'hui? Combien de temps dure un show d'Ézéchiel aujourd'hui? Alors, nous avons eu la bonne idée de faire naître le groupe Ézéchiel 37 Junior. Donc, nous allons... Ah, il y a des juniors maintenant. La transmission se fait déjà. Là, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Et ils auront la primeur de cette soirée avec le Chœur de Jaspe qui compte à peu près une centaine de jeunes de la Guadeloupe. Donc, le chœur d'abord, les juniors ensuite, et pendant 2 heures, nous, Ézéchiel 37, groupe traditionnel, historique, nous allons revivre les grands classiques du groupe qui ont fait, comment dirais-je, sa réputation, que nous avons écumé pendant 40 ans, notamment au Centre des Arts, que nous attendions, c'est une parenthèse, mais nous nous sommes dit qu'il va falloir y aller. Oui. Non, mais peut-être dans 40 ans, ce sera réparé. Donc, pas inquiéter, au Fred. Ah là là. Donc voilà, on se dit que c'est le moment de se rencontrer et c'est avec joie que samedi soir au Palais des Sports, nous allons fêter ce temps de retrouvailles, ce temps où vraiment nous pouvons dire, voilà,
Tout cela est derrière nous. Refaisons peuple, refaisons société, et vivons des moments de joie. Comment, en France, un spectacle de Ezekiel 37 venant de la Guadeloupe est accueilli? Je veux bien voir ça. C'est assez particulier parce que nous savons que nous allons chanter en créole dans quelques temps. Oui, justement. Nous savons que nous allons y mettre, parce que nous avons fondé le gospel guadeloupéen, en apposant sur les rythmes du cas, les 7 rythmes du cas notamment, en apposant ces paroles d'espoir, ces paroles d'encouragement que véhicule cette musique. Et c'est ce qui explique notre longévité et la raison d'être de notre rencontre de samedi, c'est que nous partageons avec nos congénères guadeloupéens ce patrimoine. Et lorsque nous nous retrouvons en France, nous ne nous contentons pas de chanter les grands classiques comme When the Saints Go Marching, Swing Down Chariots, Nobody Knows, etc. Mais nous avons eu la bonne idée de travailler la prosodie, le rythme, l'intonation, pour faire passer en français, comme le rap le fait aussi, faire passer en français ce rythme ultra syncopé, fondamentalement afro-descendant, puisque c'est ce que nous apportons. Et ces éléments donc de transparence du point de vue du sens permettent que le rapport avec le public soit plus étroit. Et quand arrive le créole, eh bien, c'est carrément le voyage que nous leur proposons, avec bien sûr quelques explications sommaires, sachant que les mots transparents sont nombreux, et nous leur demandons de faire un petit effort. Quand on dit Heleyo, dans Heleyo, il y a quand même Hele, traditionnellement, qui correspond à cet acte d'appeler. Donc, ils participent avec nous, avec les gestes, et c'est vrai que quel que soit l'endroit, en église, en salle de concert, au début, nous avons un public très sage qui applaudit du bout des doigts. Et très rapidement, nous voilà debout. Vivre un instant festif, et c'est ce que nous souhaitons vivre ce samedi au Palais des Sports. Et ce soir, c'est comme on dit, c'est un one-shot, et il n'y aura pas d'autres spectacles d'Ezekiel après? Alors, cette question est intéressante parce que au bout de 40 ans, nous nous rendons compte qu'il y a quand même des faits d'usure. Et nous vivons donc chaque spectacle comme le dernier. Ah, d'accord. À ce point-là. C'est un peu ça. Il faut se dire, mais on est là, on prend. Ou pas rien ça. Voilà, parce que nous avons, avec la pandémie, nous avons côtoyé la mort. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas seulement quelque chose de triste. C'est quelque chose de brutal et d'irréversible. C'est-à-dire que la personne était là, il y a un instant, tout allait bien, et d'un seul coup, sa carte d'identité, sa carte bleue, sa carte vitale, plus rien n'a de sens. Non, mais tu sais, le pire, ce que tu dis là, c'est vrai, il y a des gens qui sont disparus, leur nom et leur téléphone sont encore sur mon portable. Et quelquefois, comme ça, en scrollant, je dis, mais c'est mort. Ouais, tu vois, il faut éliminer. Ouais. C'est terrible. Donc nous disons que pendant que nous sommes vivants, posons les actes. Et c'est dans cette idée de transmission que nous avons effectivement créé le groupe Ezekiel Junior. Ils seront avec vous demain? Ah oui, la première partie du spectacle sera assurée par eux. Et bien entendu, ils vont révéler, manifester leur envie d'être, leur vigueur de jeunesse. Et ça sera tout à leur honneur, mais aussi pour dire que ce n'est pas une musique qui sent la naphtaline, pas du tout. C'est une musique qui est venue pour rester, parce que s'appuyant sur notre patrimoine culturel, musical, rythmique, nous croyons que l'apport de cet élément va contribuer à briser quelques clichés, car nous voulons aussi dire que sous les cocotiers, on va aussi à l'église. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, rendez-vous donc demain soir. Demain soir, samedi, au Palais des Sports du Gosier. Alors, venez avec cet esprit de célébration, le fait. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de communauté particulière. Ce spectacle est ouvert à tout le monde et nous allons faire en sorte que, quels que soient vos choix ou vos préférences culturelles, ce soit un moment festif pour tout le monde. Bien, on va se rendre
non pas un spectacle, mais enfin quelqu'un qui est dans le spectacle, Iman connaît bien, c'est Léna Blou. Oui, c'était hier la labellisation de la fabrique sur le lieu où depuis quelques années elle fait un certain nombre de manifestations dont la ronde, mais aussi des Mastercard. Et donc hier soir c'était un moment important pour elle, un moment historique on va dire. On regarde un petit peu ce reportage, c'était à Pointe-à-Pitre vers 17h30. Nous sommes à la fabrique qui se situe dans le quartier de l'assainissement et c'est un jour un peu spécial parce que la fabrique est une association qui existe depuis 2017, mais moi j'existe depuis plus de 30 ans où je transmets la danse, je crée, etc. Je suis chercheuse, donc je suis docteur en anthropologie de la danse. Et en fait, aujourd'hui, le ministère de la Culture a labellisé la fabrique comme étant un lieu institutionnel capable de recevoir des artistes en résidence, capable de recevoir des chercheurs. Donc le label c'est AFA, donc c'est un peu comme un atelier où on fabrique autour de l'art de la danse sur plusieurs médiums, de la création, de la recherche, de la transmission. Et en fait, parce que je fais ça depuis des années, que maintenant ça a été reconnu par le ministère de la Culture, et donc la fabrique est aujourd'hui signée, actée et labellisée. Alors nous avons signé avec la fabrique et Léna Blou une convention de fabrique artistique qui permet d'accompagner son projet, son programme d'activité, avec à la fois des moyens, mais aussi des objectifs communs. C'est précieux pour nous les artistes, parce que moi j'ai investi, on entend bien le terme investir, à la fois artistiquement et financièrement, donc privé, et en fait quand on est privé, on sort un peu de la marge, quoi. Et le fait d'être labellisé par le ministère de la Culture, donc l'État, permettra de développer encore plus le concept, ma philosophie en fait, qui est de mettre une lumière et de révéler au monde que la Caraïbe, la Grande Caraïbe, est une pépite pour la création, elle est avant-garde. L'objectif, par exemple, tout simplement de réunir la recherche avec la création contemporaine, de marier l'expérience chorégraphique et la construction chorégraphique qui se fait ici autour du cas, c'est tout le travail de recherche qu'a mené Léna, avec des chercheurs, des musicologues, des écrivains et d'autres danseurs sous d'autres pratiques. Je pense par exemple à ce qui s'est passé il y a quelques jours autour du tap dance. Être labellisé, je crois que je suis vraiment très émue et vraiment contente. Ça légitime aussi ce que je fais. Voilà, un moment important pour elle et donc ce n'est qu'un début. Voilà, il est l'heure de se quitter, 13h24 pour cette première pause. Alors on rappelle Fred quand même demain soir. Demain soir au Palais des Sports. C'est déjà complet ou bien il y a encore 19h30. Alors nous avons quand même, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de points de vente et tout le monde ne peut pas aller sur Internet pour se procurer un billet. Donc nous avons pensé à laisser 400 places pour les gens qui viennent de Trois-Rivières, de Basse-Terre. Voilà. À partir de 18h30, ça va être ouvert pour vous. Alors faites en sorte de ne pas les rater. Mais je pense qu'on sera à salle pleine. Ben, merci d'être venu et puis continuez. Merci. Il n'y a qu'à écouter son là. Enfin, puisque maintenant c'est sur USB, vous pouvez écouter ça. Voilà. On prend la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Marilène Ferdi, Manik Siartiteka, nos chroniqueuses du vendredi. Et bien sûr, on va faire un retour sur l'actu. Mais avant ça, on parlera de la date de l'indépendance des nations de la Caraïbe. Et le 20 mai, c'est bientôt, c'est dans 2 jours, mais ce sera férié. C'est le 20 mai 1902 que Cuba a été indépendante réellement. C'est son 122e anniversaire. Déjà, la capitale, vous le savez, c'est la Havane. Et c'est une population de plus de 11 millions d'habitants. C'est la plus grande île de la Caraïbe. Et donc, il fallait quand même dire 2 petits mots sur cet anniversaire. À tout de suite. Nous ouvrons une perspective de changement, de révolution sociale. Avec
tous ceux qui se battent dans le pays, nous sommes là. Nous les accompagnons, nous soutenons leur lutte. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous, il est 13h31, vous le savez, le vendredi à cette heure-là, c'est le JCL du ZCL. C'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, ben, il est déjà 13h30, on est vendredi, donc c'est le JCL. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Danick. Alors de quoi on va parler aujourd'hui dans le Zoom? Alors aujourd'hui, on va revenir sur un métier dont on a parlé dans notre précédent Zoom. C'est le métier de directeur de production. On avait dit que c'est un métier en tension quand on avait présenté le métier de producteur. Et donc, on va déjà commencer par revenir sur ce terme de métier en tension. Alors, pour qu'on se mette d'accord, un métier en tension, c'est un métier pour lequel il y a un besoin rapide, immédiat, et pour lequel on ne trouve pas du tout de postulants. Et c'est pour ça qu'on dit il est en tension, parce que les besoins, c'est pour aujourd'hui. Alors, la particularité de ce métier de directeur de production, donc, il est en tension pas seulement en Guadeloupe, mais on a constaté qu'il est en tension en Martinique et en Guyane, puisque on a reçu un certain nombre d'appels sur ces 3 territoires et en nous demandant au niveau du campus si on ne peut pas lancer un appel. Donc nous, on a pris, voilà, donc au niveau du journal du campus, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter les grandes lignes du métier, les missions, les activités, les compétences, les salaires, et voir à peu près les profils qui peuvent postuler et expliquer. Alors déjà, directeur de production, il faut déjà savoir, Danick, que la particularité, c'est qu'il n'y a pas de certification. J'avais déjà expliqué dans les précédentes rubriques que le problème que l'on a dans la filière audiovisuel et cinéma, c'est l'une des filières de formation où il y a très peu de certification. Et c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Alors, vous vous souvenez, vous m'avez dit, mais quand il n'y a pas de formation certifiante, alors on fait quoi? Eh bien, il y a ce qu'on appelle des formations qualifiantes. Ça veut dire qu'on va axer la formation pour donner à des personnes des compétences. Bon. Après, on ne sait pas ce que ça vaut, hein, parce qu'au moins, quand on a un référentiel, un diplôme, on sait à peu près où on est en termes de compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que le directeur de production? Alors, le directeur de production, Danick, c'est avant tout un gestionnaire. C'est quelqu'un qui va gérer les budgets. Donc, déjà avant le tournage, donc je vais situer, donc on appelle ça la pré-production. Pendant le tournage, jusqu'à la livraison, il devra gérer. Alors, lui, il arrive à quel niveau? Il arrive au 2e niveau. Donc, souvenez-vous, on avait dit que pour le métier de producteur, le producteur, la première chose qu'il fait, lui, c'est acheter un scénario. Donc, il va acheter un scénario dans les mains d'un auteur. L'histoire lui plaît. Il pense qu'autour de ce scénario, il pourra trouver des financements. Ça pourrait intéresser une structure de diffusion. Une fois qu'il a acheté ce scénario, il a obtenu des financements, il a pu récupérer des financements. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va recruter ce fameux directeur de production. Et l'un des rôles qui est très important, c'est qu'il devra gérer le budget. Ouais. Alors, la difficulté du directeur de production, Danick, c'est qu'il va être entre 2 personnes, 2 personnalités importantes. Donc, il va être au niveau du producteur, qui, lui, va gérer le budget, mais aussi du réalisateur, qui, lui, il est dans la création. Okay. Et l'objectif, c'est de tenir cet équilibre budgétaire en permanence. Alors, cette formation, malheureusement, on la fait pas pour l'instant en Guadeloupe, donc il faudra partir pour la faire. Et alors, ce qu'il faut, c'est qu'en termes de salaire, selon la convention collective, on est autour de 3 000 €. Alors, c'est fonction du tournage, fonction de beaucoup de choses. Alors, il faut savoir, c'est un métier qui demande avant tout des compétences en gestion. Alors, nous, la réflexion qu'on va avoir avec les différents financeurs, c'est de voir s'il y a une possibilité de faire cette formation. Mais il y a un aspect de cinéma qui est important, c'est que dans la pré-production, le directeur de production, il doit estimer le coût à partir du décryptage qu'il devra faire du scénario séquence par séquence. Donc, ça sous-entend que même si on a un BTS compta, on maîtrise la finance, il y a une connaissance du cinéma, du milieu cinématographique et audiovisuel à avoir. Ouais. Et donc, certes, le profil le plus intéressant, c'est le BTS.
c'est le BTS le BTS comptable, parce qu'il maîtrise tous les aspects comptables. Mais après, il faut une formation complémentaire pour toute la connaissance du métier, les aspects et les conditions de travail, l'organisation de la structuration par rapport aux spécificités du métier. Et cette formation, dernière question, on peut la faire en Guadeloupe comme ça? Alors, il faut savoir que pour l'instant, il n'y est pas. Oui. Donc, c'est une réflexion, c'est un travail. Je sais qu'en Guyane, on a une grande discussion parce que je travaille beaucoup avec l'Université de Guyane. Ils envisagent de la faire. En Guadeloupe, moi, j'ai déjà lancé un appel parce qu'il y a vraiment une urgence. Alors, il y a des dispositifs pour faire ce genre de formation ponctuelle. Donc, soit ça peut se faire dans le cadre d'un diplôme universitaire. C'est un dispositif qui est ponctuel où on peut faire cette formation. Parce que c'est un niveau Bac plus 5, cette formation. Ça demande un certain niveau. Merci Magdalene pour ces informations sur le directeur de production. J'espère que ça va inciter beaucoup de nos jeunes à entrer dans cette formation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je voulais juste dire, Danick, qu'on se retrouve pour lundi pour l'édito à 13h30. De ne pas oublier, lundi, édito à 13h30. Tout à fait, c'est noté. Voilà. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. C'est son neveu, mais voilà, il est exactement 13h38. On vient de quitter le JCL du ZCL. Et là, maintenant, on va partir à Dakar. Pourquoi à Dakar? Parce que Manik Siarositeka, notre chroniqueuse du livre, en ce moment, peut-être qu'elle nous regarde. Salut Manik Laotué. Et elle nous a envoyé un petit reportage. D'abord son générique et ensuite on regardera son reportage. Le générique n'est pas prêt? Non, pas encore. On va attendre un petit peu. Alors, je rappelle que chaque vendredi, nous avons avec Manik Siarositeka une chronique sur le livre audio, puisqu'elle est responsable du livre audio. Et en ce moment, elle se trouve en Côte d'Ivoire, où il y a un salon du livre, effectivement. Et c'était l'occasion pour elle de faire le point un peu sur nos productions littéraires, nos contes, et tout cela en audio. Et depuis là-bas, Manik, qui tient quand même à rester en présence avec nous. Alors ça y est, c'est parti, son générique est prêt. Maman cherche le secret. Les deux tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. C'est pour ça qu'on dit. Voilà, on va partir à Dakar et on rencontre tout de suite Manik. C'est parti. Bonjour Manik. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, vous avez normalement rendez-vous avec Une Voix, une Histoire, des images. Mais nous sommes actuellement à Abidjan, au Salon international du livre d'Abidjan, où nous faisons découvrir les livres audio de la littérature caribéenne aux enfants comme aux adultes. Et c'est vraiment donc là notre troisième année, notre troisième participation, avec tout autant d'engagement, de personnes qui ont envie de découvrir notre littérature. Nous accueillons les établissements scolaires depuis l'ouverture. C'est vrai qu'il y avait une journée scolaire, mais depuis le début, on reçoit régulièrement des scolaires. D'ailleurs, vous verrez dans la petite vidéo qu'on va vous diffuser le nombre d'enfants qu'il peut y avoir sur ce stand. Je suis avec Marie Louison. Marie, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? C'est pour le ZCL, donc sur Canal 10. Marie Louison, pour que vous connaissez, auteure, conteuse, poétesse. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ce salon du livre? C'est chaud. Le salon du livre est vraiment intéressant, notamment beaucoup de rencontres, surtout avec les écoles, et ce qui est très important pour nous
en tout cas Une Voix, une Histoire, de pouvoir donner l'accès aux enfants aux livres audio. Donc voilà. Merci. Et alors sur ce salon, nous sommes également avec Cynthia Gokoul. Donc Cynthia Gokoul qui a obtenu le prix Fedcamp Marie Scondé 2022 littérature jeunesse pour son premier ouvrage. J'étais assise sur un petit banc. Il était important pour nous de pouvoir l'amener avec nous puisque son livre audio vient tout juste de sortir sur la plateforme. Et elle propose un schéma assez particulier puisqu'elle a un kaki Shiba, c'est bien ça? Un Kami Shibai. Alors voilà, donc Cynthia, un petit coucou pour Canal 10 et ceux qui nous regarderont sur Canal 10. Eh bien coucou, on est en Côte d'Ivoire, je suis ravie d'être là grâce à Manik. on fait du travail, on charbonne bien, je suis ravie. Je présente mes textes en Afrique, rendez-vous compte. Les enfants sont ravis, on a des grands, on a des plus petits, ils sont tous émerveillés, c'est magnifique. Une très très belle expérience. Merci. Et là, donc je vais retourner ma caméra et montrer. Donc, on a quelques enfants. Un petit coucou à la Guadeloupe. Coucou à la Guadeloupe. Qui sont venus donc pour écouter notre littérature parce qu'elle intéresse encore une fois et c'était vraiment important pour nous d'être sur ce salon pour la 3e année consécutive, sachant que cette année je suis ambassadrice. Cet après-midi je suis amenée à intervenir sur 2 rencontres professionnelles autour du livre audio. Hier encore on a rencontré, j'ai participé à une autre conférence qui effectivement permet de faire connaître la maison d'édition et de nouveaux contacts puisque beaucoup de librairies aujourd'hui se positionnent pour pouvoir distribuer nos livres audio. Donc le livre un pari toujours gagnant, oui, le livre un pari toujours gagnant et pour ça notre littérature se doit d'être sur ce type d'événement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, très bientôt. Merci à tous, merci Danick et puis à bientôt. Une voix, une histoire, des images, c'est notre aventure, c'est votre aventure à Abidjan sur le salon international du livre d'Abidjan. Oui, en direct de Abidjan, pas de Dakar. Dakar aussi au Sénégal. Il ne faut pas nous tromper. Nous, Bastia, c'est pas Pointe-à-Pitre et Marie-Galante, c'est pas les 7. Donc, c'était en direct de Abidjan, Côte d'Ivoire, capitale de Côte d'Ivoire, où se tient en ce moment un salon du livre. Vous voyez, ZCL, nous tout partout, hein, en Guadeloupe, en France, en Martinique, en Afrique, etc. etc. Et c'est comme ça. Bien, alors, nous sommes à la fin du ZCL aujourd'hui. Il est déjà pratiquement 13h44. On va faire un petit rappel de nos invités du jour et rappeler aussi les manifestations. Alors, je rappelle que nous avons reçu en début du ZCL Eliane Cancel, qui est metteuse en scène de la pièce Le Dernier Festin des Immigrés. Elle était accompagnée de Gérard Christon avec cet ouvrage que vous n'avez pas vu, qui n'est pas dédicacé comme certaines. Bon, enfin bon, tant pis, c'est pas grave. On a reçu... alors la pièce, c'est demain soir à Basse-Terre, 19h. J'ai rappelé qu'il y avait 2 tickets à gagner. Je crois qu'ils ont été gagnés déjà, donc c'est pas plus la peine de téléphoner. Ensuite, nous avons reçu Fred Plumet. Fred Plumet, c'est le fondateur du groupe Ezekiel 37 qui existe depuis 40 ans, mais c'est extraordinaire comme musique. Vraiment, si vous pouvez être demain soir au Palais des Sports, allez-y parce qu'il est bon. C'est un des autres, il est bon. C'est du gospel, c'est bon. Ensuite, on a eu Manik Sia, TTK, bien sûr. Alors, Fred Plumet, c'est demain soir. Manik Sia, TTK, on vient de voir, elle est en Abidjan. Marilyn Ferdi, elle était dans la vidéo, on l'a vu aussi. Et l'actualité, on va la voir, mais c'est avec Iman News qui est là. Et je rappelle, il reste encore 2 tickets de 3 jours pour le Festival Terre de Blues pour aujourd'hui, samedi et dimanche. Vous avez la possibilité pendant 3 jours de voir du spectacle et c'est gratuit, 96 6000, 10 pardon, vous appelez et c'est gagné. Retour sur l'actu avec Iman. Avant de faire le petit retour sur l'actu, on va faire un hommage à M. Beaujean de Capesterre. Ah oui, c'est vrai, le reportage est prêt. Ah oui, tout à fait. Le reportage est prêt et les funérailles auront lieu cet après-midi. Donc on voit ensemble cet hommage rendu. Il fallait être là. Joël, c'est un ami. Ami de tous les Capestériens avant d'être maire. Joël représente beaucoup pour nous. Joël nous a appris la rigueur, le sens des détails et un grand cœur.
je le considérais très, très, très bien. C'était un bon docteur. Il était très gentil, très aimable. Et je l'aimais bien. Ah ouais, je l'ai connu tout jeune. Il était toujours gentil avec moi. Ben, Joël aimait Capesterre. Joël, toute sa vie, c'était pour Capesterre. Comme on dit, on est des hommes, on a des choix, des mauvais choix. Mais personne ne peut douter sur l'amour qu'il avait pour les Capestériens. Personne. Nous sommes tristes de perdre un ami. Je ne parlais pas de mère, ça c'est une autre vie. Mais Joël, c'était des journées interminables. 9h, 3h du matin, avec son petit mot quand tu pars. Attenbourg. Et ça restera gravé. Joël Beaujeune, c'était papa moi. C'est moi qui étais chauffeur, il restait 25 ans. 25 ans, j'étais chauffeur à Capesterre Bello. Pour moi, c'est moi qui mort pour là. Pour moi, c'est Paul Michel qui mort là quand il est là. Tout corps moi là, crasé là, là. Depuis on s'en pas jamais dormi. Alors là où il est là, la casse souhaité force et courage, piqué B, pour avoir nous de Capesterre toujours. C'est le travail qui a été fait pour la Guadeloupe, pour Capesterre. Personnellement, ça fait 43 ans que Joël et moi, nous sommes ensemble. Et nous avons fait du bon travail pour la Guadeloupe. C'est le premier qui a soulevé le problème du chlordécone en Guadeloupe pendant qu'il était député. Et avec lui maintenant, quand j'ai soulevé le problème de l'eau en 1993, vous vous rendez compte, depuis 1993, que j'attire l'attention des services de l'État et des politiques sur le problème de l'eau, nous sommes en 2024, aucune solution concrète n'a toujours pas été trouvée. Eh bien, je demande au président et au directeur et à l'ensemble de ceux qui sont responsables des hôpitaux en Guadeloupe qu'on donne à l'hôpital de Capesterre Bello le docteur Joël Beaujeune. Voilà, donc c'était l'hommage rendu. On souhaite toutes nos condoléances à sa famille. Concernant l'actualité, on a fait justement le point par rapport aux fortes chaleurs. Une interview de Météo Guadeloupe qui explique un peu les températures élevées, à quoi s'attendre en matière de saison cyclonique. On a aussi fait le point sur les NAO du secteur pétrolier. Pas d'avancée sur les négociations et affaires à suivre donc, sur ces négociations qui sont toujours en cours. Il était question aussi de la fermeture de l'école Joseph-Théodore des Abîmes suite aux violences d'un élève. Donc une rencontre est prévue dans la journée avec l'inspection du travail pour trouver des solutions. On a fait aussi un point sur les travaux d'amélioration du réseau d'eau sur le secteur de Baïf et de Saint-Claude avec la visite du président de région. Voilà pour les titres de l'actualité développés aujourd'hui. On se retrouve quand? Et avec Madame Léna Blou. Léna Blou qui a été labellisée, la fabrique labellisée. Et donc, c'était aussi l'anniversaire de Cuba, mais ce sera le 20 mai 1902, Cuba a gagné son indépendance. Et donc, 122e anniversaire, ce sera lundi. Voilà, il fallait qu'on vous le dise. C'est dit. On vous remercie. C'est Jordan qui était à la RIA et avec un back-office Stéphane André. On se retrouve mardi, sans faute. Salut Iman, bon terre de blues. Oui, je vais y aller. Oui. J'ai mon passe. Là, tous les tickets qu'il faut. Mais j'ai pas de bateau, j'ai pas de transport. N'a pas de bateau, mais il prendra l'avion. Allez, c'est parti. D'accord. Bye bye.